tous à l'international sur Radio Espace Guinée. Merci de votre fidélité. Plus de 5 000 milliards de francs guinéens. C'est le coût de réalisation des activités nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui l'a fait savoir vendredi dernier. Vous avez certainement suivi cette actualité. Le gouvernement n'a pas encore réuni ce montant. C'est pourquoi le ministre Mori Kondé invite la CEDEAO et d'autres partenaires à honorer leurs engagements. Au même moment, les forces vives de Guinée annoncent leur retrait du dialogue engagé par le Premier ministre et les religieux. Rien ne bouge, nous apprennent-elles, et désormais l'option de la reprise des manifestations de rue n'est plus à occulter. Nous prenons les réactions des acteurs sociopolitiques ce matin. Nous aurons Dr Lansana Faya Milimono du Bloc libéral et puis Abdoulaye Mousso du Front National pour la défense de la Constitution, et puis notre invité ici en studio, Kiamou Bogola Abba du Front National pour la défense de la transition. Nous l'avons d'ailleurs ici en studio, Kiamou Bogola Abba, notre invité. Bonjour, bienvenue, Monsieur Abba. Activez votre micro là-bas, c'est bon, le on. Ça va? Bonjour. Yes. Bonjour. Il dit yes. Yes. Donc, bienvenue chez les GG. Bonjour et bienvenue. Merci. Allez-y, Jacques, pour la première question. J'aimerais d'abord vous entendre sur un sujet, on en a parlé en off. C'est bien sûr la question des délégations spéciales qui tarde à venir. Vous avez la même information concernant certaines communes rurales du pays? Bon, oui, exactement. Vous savez, dans la déclaration numéro 2 du FNDT, nous avons mis comme préalable, nous avons fait d'ailleurs 2 déclarations depuis la création de ce mouvement. Et la première, c'était en 2022, où nous avons demandé la dissolution, évidemment, des mairies et la mise en place des délégations spéciales. Et dans notre deuxième déclaration, c'était la première revendication que nous avons mise sur les 9 points que nous avons soumis. Et évidemment, nous sommes étonnés qu'aujourd'hui, effectivement, que ces communes, naturellement, les mairies, les mandats sont finis et que nous soyons encore dans cette situation. Et il y a des sous-préfectures où, évidemment, nous n'avons ni sous-préfet, ni président de délégation spéciale. Mais je crois que c'est une situation qui va rapidement se résoudre. Le cas de Doko, le cas de Ditini, du côté de Sigiri, et je crois qu'il y en a aussi partout. Et je crois qu'il faut que l'autorité prenne ses responsabilités sur cette question. Parce que si nous partons d'août à maintenant, ça fait 9 mois. Par exemple, qu'on fasse cette dissolution. Vous étiez parti sur la base du fait que le temps était épuisé, les mandats étaient épuisés, ou bien qu'est-ce qui vous avez motivé pour demander cette dissolution? Voilà, nous l'avons demandé pour une question de neutralité, parce que nous avons dit que nous sommes dans une transition. Une transition voudrait que de la tête au sommet, qu'il y ait une certaine neutralité de ceux qui dirigent, parce que la refondation n'arrive pas à atteindre la base, parce que tout simplement la troïka, comme nous l'appelons, c'est-à-dire le parti de M. Alpha Condé, de Cellou Dalein, de Sidia, ce sont eux qui avaient 98%, disons 90% de ces conseillers. Et ils sont opposés à la transition. Donc, avoir la racine, avoir évidemment ceci à la base, pour nous, en tant que FNDT, nous avons compris que ça va être un frein à la refondation. On peut vous rétorquer, le CNRD qui met en place une délégation spéciale. Non, c'est ce qui était la première motivation que nous avons demandé depuis 2022 pour leur dire, évidemment, d'aller de la chaîne et enlever pratiquement le reste du système qui était en place. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu que les mandats soient expirés. Maintenant, les mandats sont expirés, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'occasion ultime qui est donnée à ce que, évidemment, qu'on puisse dissoudre l'ensemble et mettre en place des organes qui sont plus ou moins consensuels et neutres pour que, avant de rentrer dans le jeu, parce que si on les maintient là-bas avant d'arrêter au jeu électoral, ça veut dire qu'on maintient pratiquement dans ce système. Vous pensez que s'ils restaient là, étant opposés au CNRD, cette opposition est arrivée ces derniers temps, vous pensez qu'ils n'allaient pas développer leur communauté, sachant bien que c'est des gens qui ont été élus par leur communauté à la base? Mais la vérité, c'est que ce sont eux qui dirigent les marchés, ce sont eux qui dirigent tout, et ce que nous avons compris, même les appels à manifestation, ils suivent les instructions de leur chef. Et là, ils sont eux qui financent. On a Conakry, Mamadou Samba de Dixine, on a Ismaël Condé de Matam qui a toujours rejeté
Les manifestations. Même Sako de Ratoma. Même Sako à Ratoma. Je sais que ça soit Sako de Ratoma, mon ami Ismaël et Sitos et tout ceci, disons que évidemment ils sont indépendants. C'est ça le mot. Mais la vérité serait que nous ayons des gens plus ou moins indépendants sur la couleur. Parce que aussi aujourd'hui dans le gouvernement, et d'ailleurs c'est l'approche qu'ils ont adoptée pour la formation du gouvernement. Ils nous avaient dit à l'époque qu'on ne veut pas des gens très affichés politiquement, bien qu'il y a eu quelques exceptions. Et c'est ce qui permettrait que même la question du Premier ministre, qu'on ait un Premier ministre plus ou moins neutre et tout, pour donner une certaine crédibilité. Nous voulons que cela soit à la base. Ceci dit, revenons maintenant sur le plan légal. Sur le plan légal, les mandats sont partis. Et donc, forcément, il est important que l'autorité prenne ses responsabilités pour combler ce vide-là et dégeler les comptes pour que le développement ait lieu. Parce que les populations aussi subissent les conséquences. On peut s'accorder avec vous que les mandats sont expirés. Il faut aller aujourd'hui à mettre en place des délégations spéciales en attendant d'autres échéances électorales. Mais est-ce que déjà votre demande, certes, n'a pas été totalement répondue, mais de septembre 2022, ensuite de août 2022, ensuite septembre 2022, 2 décrets qui ont dissous plusieurs conseils communaux, et jusque-là, qu'on ne voit pas de délégation spéciale. Est-ce que votre demande, à votre avis, vous ne pouvez pas à cette allure reculer? Non, nous avons compris. Donc il y a eu des décrets par rapport à la mauvaise gouvernance. Ça c'était clair sur le plan juridique. Sauf que c'est pas prouvé. Oui, non, c'est l'idée. C'est pas avéré. Non, c'est pourquoi immédiatement nous avions demandé, parce que nous sommes aussi défenseurs de la lutte contre l'enrichissement illicite. Si vous accusez des élus locaux qui ont pris les ressources de l'État, il faut immédiatement les conduire devant les tribunaux et qu'ils soient jugés. Ça, c'est ce qu'on demande pour cette question-là. On n'en est pas arrivé là. Que ça soit. Donc ça, c'est pourquoi nous appelons que nous demandons au ministre de la Justice et demandons également à l'agent judiciaire de l'État de s'occuper de ce dossier pour ne pas que ça soit traité comme évidemment un harcèlement politique. Et ça, c'est extrêmement important pour tous ces cas qui ont été catalogués mauvaise gouvernance. Sinon, juste après leur dissolution, il y a eu la sortie du ministre qui ouvrait des procédures contre eux. Oui, ces procédures doivent continuer. C'est pourquoi nous demandons à l'agent judiciaire de l'État de faire la transparence dans ces procédures, comme déjà on a commencé à faire le compte rendu, comme la CRIEF le fait. Il est important que sur le plan aussi des collectivités, qu'on ait une information judiciaire et qu'on ait sur l'évolution de ces dossiers, parce que c'est extrêmement important. Alors, de l'autre côté, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de leur mandat, et je crois que la règle s'applique à tout le monde. Il faut dissoudre tout le monde et mettre en place des délégations spéciales qui sont vraiment consensuelles et qui vont s'occuper. Est-ce que c'était une bonne idée de dissoudre, de penser à la dissolution? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Mais c'est de ça qu'on demande. Nous demandons que ça pour qu'il y ait neutralité, parce que c'est de ça il s'agit. C'est nous le demandons, mais il faut aller jusqu'au bout, et c'est ce que nous demandons en fait. Et donc aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout, parce que il ne faut pas maintenir d'autres et garder d'autres. Et aujourd'hui, dans les collectivités, il y a des populations qui s'élèvent. Il y a des populations qui s'élèvent par-ci, par-là. Il faut le faire immédiatement avant qu'on tombe dans les jeux électoraux. On n'a plus que 20 mois. C'est de ça peut-être que nous allons parler. Nous sommes accordés sur un agenda dynamique. C'est important parce que c'est peut-être les gens ne comprennent pas mieux. Les gens ne comprennent pas mieux. Dynamique, c'est extrêmement important. C'est quelque chose de très important, un compromis dynamique, consensuel, parce que les gens n'ont pas compris. N'ont pas compris cette situation-là. Ça veut dire? Nous nous sommes accordés avec la CEDEAO, avec les acteurs, sur un agenda, c'est-à-dire 10 points. 10 points, mais personne n'a demandé ça coûte combien. Ça, c'est important parce que pour exécuter cette activité... Devait demander combien ça coûte. De toute façon, c'est un travail qui était prévu d'être fait et c'est fait maintenant. Ce travail est déjà fait, donc ça veut dire que oui, nous sommes tous d'accord, la CEDEAO, la communauté internationale, les partenaires techniques et financiers et les acteurs politiques, que nous devons retourner, le pouvoir doit revenir aux civils en janvier 2025. Ça, nous sommes d'accord sur le principe. Maintenant, le comment on va y arriver, et il faut des moyens financiers, il fallait valoriser. Cette valorisation est faite, nous avons besoin de 6 000 milliards de nos francs pour faire face à cette situation, en même temps continuer
à développer le pays parce que, par exemple, en 2023, là, nous avons 4 000 milliards qui sont injectés dans le développement côté des routes seulement parce que notre pays était complètement sans route. Et donc, les 4 000 milliards, l'État doit le mobiliser pour faire face aux infrastructures. L'argent des routes existait déjà, non? Non, attention. C'est des projets qui étaient là avant. Non, attention. Vous devez, alors cette question d'accord cadre, il faut que les Anglais... Quand vous prenez le pont qui a été récemment inauguré, c'est des activités qui avaient déjà démarré sous l'ancien régime. Parce qu'on a écouté, dans ce studio, monsieur. Oui, je voudrais On a écouté dans ce studio le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, par exemple, qui a dit l'argent existait, mais les gens étaient assis sur l'argent. Voilà. Bon, ce que vous devez savoir... Des grandes gueules. C'est très simple. L'accord cadre, ça veut dire quoi? Nous nous sommes accordés avec des partenaires chinois, donc qui sont des entreprises, que oui, nous voulons faire ça, mais nous allons payer par, évidemment, nos mines. Donc, chaque fois qu'on le fait. Mais, dans l'accord, 15% doit être débouché, cash, par la Guinée. Les 85% viendront dans les projets d'accord cadre. Et les 15%, n'ont jamais été mobilisés. Tant que les 15% ne sont pas mis en place, vous n'avez rien. Et les ressources de l'État viennent d'où, en réalité? Ça vient de nos impôts, ça vient de nos mines, et les mines sans les 15%, les 85%, c'est-à-dire toute la grande partie qui va vers du côté de la Chine, vont déjà pour payer les 85%. Maintenant, le reste des 15% qui doit être payé, il faut trouver d'autres ressources et par les autres opérateurs peut-être non miniers. Or, ce secteur n'était pas rentable. Ce que le CNRD a fait, en venant immédiatement, c'était de voir la question. On ne peut plus toucher la quantité parce que le côté quantité pour augmenter nos recettes, parce que on est parti de 20 000 à 1 tonne, mais à beaucoup de plus de 10 millions de tonnes, je crois. Oui. Alors maintenant, il fallait toucher sur les prix. Et donc, ce que le gouvernement de la transition a fait, c'est de faire tout pour que l'indice du prix de la bauxite de la Guinée ait fait augmenter le prix. Et cette valeur ajoutée que nous avons créée, cette valeur ajoutée que le gouvernement a négociée pour l'obtenir de l'augmentation des prix sous l'indice, est venue comme un peu de ressources pour l'État qui a permis de libérer plus les ressources intérieures que nous avons, de libérer un peu les 15%. Le dynamisme vous le comprenez que donc quand quelqu'un aujourd'hui, M. Alpha Condé, après avoir signé cet accord, il a fait exprès pour ouvrir tous les sentiers, mais sans payer les 15%, sans payer la compte qui devrait être payée, et tous les sentiers étaient bloqués. Et donc, il a fallu évidemment de nouvelles ressources par la création. Que comprendre alors? C'est une explication différente de celle donnée ici par le porte-parole du gouvernement qui disait que l'argent était là, les gens étaient assis dessus. Les gens étaient assis dessus pour ne pas faire le travail et finaliser ce travail-là. Quand vous dites, vous savez, quand un économiste parle, quand le ministre des Finances parle, on parle de chiffres. Vous savez, quand on dit l'argent disponible, 4 000 milliards en 2023, convertissez, qu'est-ce que ça veut dire? Le projet de chemin de fer Conakry-Cancan, c'est 8 milliards de dollars. Vous prenez uniquement la route, ce que vous avez. Bon, je peux pas, si je vous donne l'ensemble des projets aujourd'hui que nous avons dans le portefeuille de la Guinée, la question de la compagnie aérienne, les aéroports, vous prenez uniquement ce budget par rapport aux études que nous avions faites, déjà, vous allez partir pratiquement dans combien? Je suis d'accord. Alors, montant élevé. Donc, ce que je veux dire, quand on vous dit que l'argent est disponible, vous connaissez la recette, nos recettes intérieures qui viennent de la douane, qui viennent du cordon douanier ou des impôts, ou des taxes et impôts, vous le savez. Ceux qui viennent du côté de la vente des taxes sur le bois, sur la question de la pêche et des mines, si vous ajoutez, vous n'avez pas grand-chose en réalité dans notre pays. Donc quand quelqu'un vous dit que l'argent était déjà là comme si c'était déposé, c'est le cas. Vérifiez dans nos comptes de correspondance. Vérifiez dans nos comptes de correspondance du côté de la Société Générale de France, de banque en France, ou du côté de la City, c'est la correspondante de la Banque centrale de Guinée, c'est là où nous avons nos revenus en devises pour voir si nous sommes riches ou pauvres, et c'est à partir de là, vous n'avez pas grand-chose. Et le côté de l'or, vous connaissez, la question de la Chine, c'est un engagement. Donc quand on dit que ça existe, ça n'existait pas. Notre pays, il n'y avait pas l'argent qui était déposé là quelque part. Moi, je reviens sur la question, cet accord dont vous nous parlez, qui est dynamique, les 24 mois. En quoi
est-il vraiment dynamique? Est-ce que vous êtes en train de nous dire... Si vous permettez, vous répondrez à cette question, Daouda, si tu permets, après le passage de Dr Faya Milimono que nous avons en direct chez les GG de Jacques Lewaleno. Les grandes gueules. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous au studio des GG? Ça va, Dieu merci. Comment vous entendez le discours du ministre de l'administration du territoire? Il a bien expliqué ce qui est déjà fait, pas grand-chose. Ensuite, il nous reste à mobiliser 5 000 milliards pour pouvoir y aller. Et ce qui pose aujourd'hui le problème, c'est que le montant n'est pas disponible. On appelle les partenaires. Comment vous entendez ce discours-là? Il est clair que le problème d'argent va être le nez le plus difficile à dénouer. Il y a plusieurs opérations qui demandent de l'argent. Il y a le recensement général de la population et de l'habitat qui demande de l'argent. Dans les 6 000 milliards, ce que j'ai compris, peut-être que je peux me tromper, dans les 6 000 milliards, il y a les opérations de recensement général de la population et de l'habitat. Il y a le recensement administratif à vocation d'état civil. Lorsqu'il est bien fait, il devait permettre l'extraction du fichier électoral. Maintenant commencent les opérations proprement dites, c'est-à-dire le référendum pour adopter la Constitution, ensuite les élections locales, après les élections législatives et enfin les élections présidentielles. Alors, si vous prenez toutes ces opérations, je crois que les 6 000 milliards ne peuvent pas être comparés à quelques millions de dollars utilisés en Côte d'Ivoire pour une seule élection. Maintenant, comment trouver l'argent? C'est ça, en fait, la question principale. Je crois que les Guinéens que nous sommes, on devrait aujourd'hui se focaliser là-dessus que de soulever des débats qui ne nous amènent nulle part. Alors, monsieur le ministre... Nous avons écouté les ministres, les directeurs généraux nous dire ce qui a déjà été fait dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Il est clair que pour ce recensement-là, ce qui est visible, c'est lorsque les opérations se déroulent sur le terrain. Et cette partie-là ne concerne que 3 semaines ou 4 ou plus. Tout le reste se fait dans le background. Et lorsqu'on a vu ce qui a été fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il en est de même pour le recensement administratif à vocation d'état civil. Si on est allé jusqu'à déterminer le nombre de centres où l'état civil va être enregistré, je trouve qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. Maintenant, la grande question, comment mobiliser les 6 000 milliards pour que ces processus-là continuent et nous respections effectivement le délai de 24 mois que le CNRD et le gouvernement ont obtenu avec la CEDEAO. D'accord. Monsieur le Président, dans la sortie du ministre de l'administration du territoire, il dit qu'après avoir appuyé notre pays pour sortir un chronogramme de la transition étalé sur 24 mois, la CEDEAO s'est engagée à mobiliser les ressources financières nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous encourageons la célérité de nos partenaires. Alors, la CEDEAO, cet engagement, aujourd'hui, la crainte est que si la CEDEAO aussi n'arrivait pas à être dans le temps, puisque quel que soit ce que la CEDEAO va apporter, la Guinée aussi aura quand même à mettre la main à la poche par rapport aux 6 000 milliards qui sont aujourd'hui demandés pour les 10 activités. Est-ce qu'à ce niveau, l'expression compromis dynamique ne prend pas tout son sens? C'est-à-dire que si on n'arrivait pas à faire face à ça à temps, on risquerait quand même d'aller vers un glissement. Écoutez, vous vous rappelez lorsque cette négociation a pris place à Conakry, au moment où cette discussion se faisait entre le CNRD et le gouvernement d'une part, les techniciens de la CEDEAO de l'autre, il y avait déjà quelque chose qui commençait à se dégager comme consensus. Les fameux 36 mois. Il y a beaucoup de coalitions politiques qui avaient trouvé que 36 mois étaient suffisants pour mener toutes ces opérations. Alors, on est venu, on a fait la négociation, on est arrivé à 24 mois. Il est clair que, effectivement, comme l'a dit le ministre de l'administration du territoire, il y a des dispositifs que la CEDEAO peut mettre en branle, effectivement, pour aider la Guinée à trouver des financements. Mais plutôt que de le faire, aujourd'hui,
c'est à toutes les occasions de rencontres internationales, soit de l'ONU ou de l'Union africaine, eh bien, le président de la CEDEAO, n'est-ce pas, convoque des rencontres extraordinaires sur les 3 pays, le Mali, la Guinée, c'est pour brandir les menaces, des sanctions, etc., etc. Alors que la CEDEAO n'est pas complètement blanche dans cette affaire. Rappelons-nous, la CEDEAO était du côté du problème, en laissant, n'est-ce pas, Alpha et son régime court-circuiter la constitution en Guinée. Il y a eu beaucoup de choses qui avaient été entreprises. Rappelez-vous que nous avons été à Abuja pour interroger la Cour de justice de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Absolument rien. Vous vous rappelez de la rencontre que nous avons eue avec la ministre des Affaires étrangères du Ghana? C'était à Kaloum, à l'hôtel Kaloum. Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai dit à la dame? Mais on ne va quand même pas continuer à ressasser le passé. Ça, c'est déjà le passé. Nous sommes dans la transition. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cette situation? Parce qu'on ne va pas dire, si les partenaires ne viennent pas au secours, on reste éternellement dans la transition. D'éternel dépendant en quelque sorte. Si les autres ne nous viennent pas au secours, on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Et c'est à ce moment-là que toutes les propositions que nous faisons depuis très longtemps, depuis 10 ans, nous sommes en train de faire des propositions que les gens regardent de haut. Je dis, les élections, ça coûte très cher dans notre pays. Pourquoi on doit étaler des élections les unes après les autres? Pourquoi n'expérimenterions-nous pas, n'est-ce pas, la mise ensemble de toutes les élections et qu'on les fasse une fois pour toutes pour les 5 ans ou les 6 ans, dépendamment des mandats? Parce que les élections, effectivement, ça coûte très cher. Et ce qui est entrepris aujourd'hui, le recensement administratif à vocation d'état civil, si nous réussissons ça, effectivement, demain, nous n'aurons pas besoin d'opérateurs comme on l'a toujours fait. On a vu la SAGEM venir en Guinée, Waymark venir en Guinée, que sais-je encore. Chacun est venu avec ses kits qui pourrissent à Conakry ici. C'est aux frais du contribuable guinéen. Il faut qu'un jour, la Guinée ait des dispositifs de base pour faire fonctionner un État. Et l'état civil en est un de ces dispositifs. Comment en 64 ans, on ne peut même pas donner une adresse physique à un Guinéen? Et puis on continue à dire qu'on protège les Guinéens. Mais comment? Mais comment? Question légitime. Allez-y, Djiba. Oui, le micro, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Djiba. Voilà, Monsieur le Président, c'est vrai que à vous écouter, le recensement à vocation administrative, on sait quand même que c'est un recensement, si on regarde un peu l'avantage que ça peut représenter, il est quand même indispensable. On ne va pas vous dénier cela parce que ça va permettre aujourd'hui à chaque Guinéen d'avoir un numéro d'identifiant. Et également, c'est de ce fichier qu'on aura peut-être une idée du Programme national de développement socio-économique, le PNDS. Et ça nous permet aussi d'établir un registre national de la population et in fine de se doter d'un fichier électoral fiable. Puisque sans fichier électoral, sans cadre juridique, il n'y a pas d'élection. Et cette activité va nous coûter le recensement à vocation administrative plus de 1000 milliards, puisqu'on parle de 1000 milliards concernant cette activité. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, on ne pourrait pas peut-être se donner des priorités pour aller rapidement, tel que par exemple ce recensement administratif à vocation d'état civil, qui est quand même indispensable, puisque c'est de là on va tirer le fichier électoral, au lieu de se disperser sur beaucoup d'activités? Je suis d'accord avec vous, Djiba, mais l'expérience nous apprend autre chose. En 2010, lorsque la communauté internationale a tapé sur la table pour dire, d'ailleurs, on met toutes les autres élections de côté, on va aller aux élections présidentielles. Quand on aura le président, sera un enfant de cœur, il sera le reste. Combien il a fallu de morts à Conakry pour qu'on organise les élections législatives? Et parce que le RPG voulait d'abord se doter d'un fichier à son image. Vous vous rappelez de ça? Vous voulez encore que l'on amène la Guinée à dire, bon, puisqu'il s'agit de sortir on était dans un désordre constitutionnel. Il ne faut même pas que l'on se casse les mots. C'est une crise qui a été créée par les politiques. Ils doivent l'assumer. Ce n'est pas à eux de créer aujourd'hui des problèmes, alors que ce sont les politiques qui ont créé cette crise-là. Bien, allez-y, Daouda, avant-dernière question. Oui, en clair, pour terminer, docteur Faya Milimouno, ces 24 mois, vous y croyez vraiment? Je suis certain que si tous les partenaires multi et bilatéraux se mettent du côté de la Guinée et que la CEDEAO sorte, n'est-ce pas, des sanctions pour prendre ses responsabilités et aider la Guinée à trouver les moyens, n'est-ce pas, de dérouler cet agenda-là, je crois que même s'il peut y avoir un glissement, ça ne sera pas
énorme. Mais si on continue d'un côté à exiger par les soi-disant forces vives, n'est-ce pas, de reprendre les dialogues à Conakry, eh bien, on n'en sortira pas. On allait justement vous parler de ces soi-disant, comme vous le dites, des forces vives. Bon, nous ici, on parle des forces vives de Guinée qui se sont retirées de cette rencontre avec le Premier ministre et les leaders religieux. Qu'est-ce que vous pensez? Ils disent n'avoir pas été compris parce que leurs préalables n'ont pas été pris en compte, notamment leur dernier recours, les manifestations de rue. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame So, je souhaite que vous appeliez les soi-disant forces vives pour leur poser des questions au détail sur les préalables dont il est question. Parce que retenons une chose, nous sommes aujourd'hui en train de construire un état de droit. Qui dit état de droit, dit l'exercice des tribunaux quand il s'agit de dire le droit. Alors, combien de fois nous avons fait des déclarations, c'est encore dans les archives, y compris des médias comme Espace, quand on a dénoncé l'interférence du pouvoir d'Alpha Condé dans le judiciaire. Le mea culpa a été fait après le 5 septembre. Est-ce qu'on veut aujourd'hui, n'est-ce pas, on demande au CNRD, au gouvernement, d'interférer avec la justice parce que simplement, on doit, comment on appelle ça, défendre un individu? Je ne crois pas. Écoutez, moi je vous dis une chose. Nous sommes d'accord avec nos amis quand ils disent donnez-nous la preuve des accusations que vous faites à l'endroit des acteurs. C'est ce que nous exigeons aussi de la justice. Parce que quand on accuse, on donne les preuves. Et on peut exiger de la justice de diligenter les procédures d'un côté. De l'autre, on peut exiger de la justice, n'est-ce pas, de respecter la présomption d'innocence. Mais venir dire de bout en blanc, parce que moi j'ai été cité, il faut qu'on abandonne toutes les procédures, c'est irresponsable. Il faut qu'on le sache. Lorsque en 2022, j'ai été convoqué avec 13 membres du bureau politique du Bloc libéral, c'était à Kaloum. J'aurais pu monter sur les ondes pour essayer de dire oui, c'est l'alerte qu'on avait faite, pour dire que Alpha Condé était en train de se préparer pour un troisième mandat. Mais qui nous avions à convaincre? Nous avions à convaincre le président du tribunal de première instance de Kaloum. On est allé là. Pendant 2 mois, nous avons répondu aux questions. Est-ce que vous nous avez entendu parler sur Espace ou sur d'autres médias? Non. En fin de compte, quelle a été la décision? Il n'y avait pas de délit. Il n'y avait pas de délit. Je crois que... Oui, rapidement, Dr Faye, en 30 secondes pour clôturer, s'il vous plaît. Nos amis doivent descendre sur terre et essayer, n'est-ce pas, de suivre la procédure et venir autour de la table discuter des questions politiques. Nous pouvons nous joindre à eux pour exiger certaines choses. Et ce n'est pas en continuant. Au moment où on nous dit qu'il y avait des lignes qui ont commencé à bouger, subitement on apprend, ils ont quitté la table de négociation. Bien, Dr Lansana Faya Milimono, président du Bloc libéral, merci d'avoir répondu aux questions des GG ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bien, alors, on va continuer avec notre invité. Vous avez... Monsieur Abba, vous avez écouté ma question. Oui, ma question. La question, pourquoi le consensus est dynamique? En fait, vous êtes du même avis que Dr Faya sur la question du retrait des forces vives? Non, je vais donner mon intervention pour le coin. Je vais parler, j'ai mon opinion sur le sujet. Alors, par rapport à la question du consensus dynamique, c'est extrêmement important ce mot, parce que c'est un peu la théorie des petits pas. C'est-à-dire que nous sommes allés dans cette affaire avec une stratégie des petits pas. Consultation, puis on est d'accord sur les activités, mais on ne sait pas combien ça va coûter. Alors, donc, par conséquent, on a évalué quelques mois après, et voilà que nous venons de montrer que nous avons besoin de 6 000 milliards. Ce qui veut dire que maintenant, là, ce qui reste à faire immédiatement, c'est la conférence des partenaires de la Guinée par rapport à cette question qui doit être ouverte. C'est-à-dire la CEDEAO maintenant doit prendre ses responsabilités de convoquer l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Guinée pour dire voilà, nous étions d'accord sur 24 mois. Nous étions d'accord sur les activités. Voilà ce que ça coûte. Et le peuple de Guinée
dit effectivement doit faire face à deux obligations. Le retour à l'ordre constitutionnel, comme nous l'avons dit, qui coûte 6 milliards, mais aussi les exigences de la population qui demande aujourd'hui l'électricité le plus tôt que possible. Et à la date d'aujourd'hui, il faut immédiatement continuer les investissements dans le domaine de l'énergie pour ne pas que les délestages continuent ici, pour que Cancan et autres la Haute-Guinée aient l'électricité. Est-ce qu'il faut absolument que la CEDEAO se bouge pour qu'on sorte de cette situation? Oui, non, c'est seulement... Est-ce que ce n'est pas une excuse assez facile, ça? C'est pas une excuse facile. Excusez-nous, il faut que vous reteniez quelque chose. Je crois, moi, je ne suis pas un historien, mais vous êtes tous témoins ici, le groupe international de contact sur la Guinée en 2010-2009, ce qui s'est passé. C'était le même problème, mais on a fui la facture. Parce qu'en réalité, oui, la communauté internationale avait fui la facture et même demandé qu'on n'ait pas de référendum. Le pauvre Jean-Marie Père, son âme ici, a crié sur tous les cieux ici. On dit non, écoutez, signez ça sans passer par le référendum parce que la facture était lourde. La communauté internationale avait fui la facture du retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, cette fois-ci, excusez-nous, la même politique qui est en train de... Non, ce n'est pas. C'est-à-dire, nous, peuple de Guinée... On accepte d'aller à 24 mois... Et c'est 4-5 mois après, on présente la facture et on trouve que la facture est lourde. Non, je crois que... nulle part on ne parle, en tout cas vous, politique que vous êtes, c'est vrai que vous êtes FNDT aujourd'hui, mais politique que vous êtes, les élections aussi vous intéressent. Oui, c'est dans cette communication, nulle part, à moins que ça ne m'échappe, nulle part on nous a dit à quelle période effectivement on ira à telle ou telle autre élection. Bien, si vous permettez à nouveau, on va repartir sur le terrain, cette fois-ci du côté de la France, Djiba Milimono avec Abdoulaye Mousso du Front National pour la défense de la Constitution. Oui, les grandes gueules. Abdoulaye Mousso, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à vous. Alors, on a vu cette déclaration, vous n'êtes pas resté en marge de cette déclaration, le retrait de FNDC politique et tous les autres, en tout cas de ces concertations. Vos amis, puisque parmi les exigences qui avaient été posées, c'était non seulement d'abandonner un peu, de lever le contrôle judiciaire, mais aussi organiser rapidement le procès des Founike Mengue, Ibrahim Diallo et Bilo et tous les autres. À date, ce n'est pas fait. Et finalement, est-ce qu'on se dit que dans les jours à venir, on va renouer avec les manifestations puisque nos exigences n'ont pas été prises en compte? Et encore une fois, merci Djiba, merci aux téléspectateurs. Je pense qu'il est important de dire les choses telles qu'elles sont. Tu viens de le rappeler. Et il faut remercier tout ce qu'il y a eu, tous les efforts qu'il y a eu à faire depuis cette médiation. Il faut le rappeler que ce n'est pas la première fois que le FNDC et d'autres sur les forces vives ont renoncé à leurs droits constitutionnels pour écouter ces sages qui ont fait tant d'efforts pour que la cité soit en paix et pour que le gouvernement comprenne enfin qu'il est nécessaire que les Guinéens discutent ensemble. Et vous avez vu que ces 2 mois presque de discussion ont montré jusqu'où les forces vives de la nation veillent que nous discutons avec le gouvernement. Et c'est pourquoi nous sommes allés avec ces préalables qui ont été posés autour de la table et qui ont été acceptés par le gouvernement lui-même, qui avait considéré que ce n'était pas quelque chose de difficile à surmonter. Et je vais rectifier cette considérité qui vient d'être dite. Personne n'a dit autour de la table qu'il faut libérer les gens immédiatement, qu'il faut lever les contrôles judiciaires et autres. Ce qui a été dit autour de la table comme préalable, c'est que des gens ont été maintenus de façon illégale durant plus de 8 mois qui n'ont pas été jugés, qui sont arrivés à faire une grève de la faim pour qu'ils soient jugés. Ils n'ont pas été jugés. Ils sont accusés des choses. Nous avons demandé à la justice d'apporter des preuves. Et il ressort que même s'ils étaient reconnus coupables et qu'ils sont condamnés, ils ne pouvaient pas faire plus de 6 mois en prison. Nous avons demandé qu'ils sont détenus de façon illégale, ils ne peuvent pas ricocher, ils sont des otages politiques du CNRD. Donc, pas question qu'ils soient encore maintenus en prison. Vous avez vu tout ce qui s'est passé aussi. Nous avons dit également que la charte de la transition à son article 8 dit que les manifestations sont un droit. Et c'est la charte qui a été écrite par le CNRD, adoptée par lui-même. Et nous avons dit de rétablir le droit de manifestation qui est écrit dans la charte de la transition. Nous avons dit également qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il n'y a aucune visibilité autour de la transition. Il va falloir qu'on nous dise
qui sont les membres du PNRD, qui sont ceux-là qui ont dit que demain, ils ne seront pas candidats. Il faut qu'on le sache. Il faut que quelqu'un quand même réponde demain des faits qui sont en train d'être posés aujourd'hui. Nous avons dit également autour de la table que oui, c'est vrai qu'il y a eu des discussions. Les forces vives n'ont pas participé à ces discussions. Les forces vives sont aujourd'hui une force représentative, qui porte les voix nombreuses dans ce pays. Que cela soit écouté. Et le gouvernement a dit qu'il allait aller voir au sein du gouvernement pour voir comment tout cela peut être résolu. Le Premier ministre a dit avoir rencontré le président, puis avoir posé le problème. Le président envoie le Premier ministre vers les religieux pour pouvoir avoir une réponse aux préoccupations des conflits. Nous avons vu que nous sommes en train d'être roulés, traînés, et malheureusement, les religieux aujourd'hui, qui étaient le seul recours, ne sont pas respectés par le gouvernement. Et je pense que à cette allure, les religieux même doivent tirer les conclusions pour comprendre de quel côté on ne les respecte pas. Mais Ablaye Oumou, si vous permettez, pendant ces 2 mois dont vous parlez d'échanges avec le Premier ministre et les leaders religieux, il n'y a jamais eu ce pressenti, c'est-à-dire le fait de se rendre compte que les choses ne bougent, les lignes ne bougeaient pas. À chaque compte rendu des religieux, ils nous disaient que les choses sont en bonne voie et que finalement on aura une fumée blanche, le bout du tunnel va sortir de ces échanges. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, les forces vives décident aujourd'hui de claquer la porte de ces discussions? Justement, c'est pourquoi il faut saluer la maturité politique des forces vives de la nation, qui malgré les quoi qui a eu du cas des dialogues se sont tués jusque-là. Il faut aussi reconnaître qu'on a menti aux religieux. On a pris des promesses. On a promis aux religieux qu'on allait faire bouger de vie. On a dit aux religieux qu'il y a des obstacles qui ne sont pas insurmontables. Et on a compris aujourd'hui que nous sommes mis dans un cadre de justice, nous sommes mis dans un cadre d'apaisement, mais nous sommes plutôt dans un cadre de rougazisme où le gouvernement pense jouer à la montre pour pouvoir rouler les forces vives dans la famille. Je pense que le gouvernement aujourd'hui est décrédibilisé. Le gouvernement a montré aujourd'hui qu'ils n'ont aucune autre intention d'un retour à l'ordre constitutionnel, mais ils veulent s'imposer par la force des armes, quitte à ne même pas respecter les religieux. Si vous comprenez la dernière sortie des religieux, ils ont dit clairement que ce qui était impossible hier est possible désormais. Ça veut dire que dans notre compréhension, on a compris clairement que les religieux sont déçus. Parce que hier, on pensait qu'il était impossible d'imaginer que le gouvernement pourrait refuser des choses à ces religieux. Aujourd'hui, il est possible pour tout le monde que le gouvernement refuse des choses. C'est une déduction, c'est une interprétation que vous faites ou c'était ça la réalité? Parce que si on a écouté Monseigneur Jean Boston, quand il disait qu'aujourd'hui, on peut se réjouir que ce qui n'était pas possible hier est bien possible aujourd'hui, ça peut ramener au fait que les partis acceptent de concéder sur certains points afin de permettre à aller à une entente. Alors, Ablaye Oumou, pour enchérir en même temps, pour terminer, on est malheureusement pris par le temps. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? Est-ce qu'il faut, parce qu'il y a eu cette menace de renouer avec les manifestations de rue qui n'ont pratiquement rien donné depuis le début de la transition, depuis que ces manifestations ont commencé. Qu'est-ce que vous comptez faire finalement? Nous comptons déjà au niveau des forces vives, nous sommes en consultation, les rapports des différents rencontres ont été faits et les comptes rendus ont été faits et les gens sont en posture aujourd'hui de vouloir rétablir notre constitutionnel dans notre pays et nous mettons tous les moyens en œuvre pour pouvoir avoir cette mobilisation générale publique autour de cette injustice qui est en train d'être commise. Et nous pensons qu'il est primordial aujourd'hui, vu tout ce qui est en train de traverser le peuple des Guinéens aujourd'hui, que le pouvoir revienne au peuple, que le pouvoir ne reste pas au bout des baïonnettes, que le peuple prenne ses responsabilités pour un retour constitutionnel, pour que les otages politiques soient libérés et pour que le pays revienne très rapidement à l'ordre normal. Bien. Abdoulaye Oumousso, coordinateur de la cellule de communication du Front National pour la défense de la Constitution. Merci d'avoir répondu aux questions des GG ce matin. Nous continuons le débat ici en studio avec Yamou Bogolaba. Oui, je devais terminer la question de Mohamed pour dire, écoutez, nous sommes allés au restaurant, chacun a fait son choix et puis la facture est arrivée et puis certains ont dédalé. C'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord avec la stratégie. Nous sommes d'accord d'abord de ce qu'on veut, les 10 points.
Et là, nous sommes d'accord. Maintenant, la facture est arrivée. Ce que nous demandons, c'est une conférence internationale qui se tient ici en Guinée, de tous les partenaires techniques et financiers, y compris la CEDEAO avec le gouvernement. Vous voyez, ensemble, on va faire face à la facture. Parce que là, personne ne va plus enlever sa commande. Nous sommes d'accord qu'il y a 10 points. Et les 10 points, voilà ce que ça coûte. Et après, là, nous parlons. Donc, c'est pourquoi le mot dynamique, la communauté internationale vous dites que la facture est arrivée, certains ont dédalé. C'est ça la vérité qui s'est passée en 2010. Et ils ont refusé qu'on parte au référendum, ils ont refusé qu'on fasse un bon fichier, ils ont refusé pratiquement qu'on réunisse les conditions qu'il faut. On dit oui, celui qui viendra, il va faire, comme d'ailleurs Dr Faya vient de le dire. Et finalement, ça n'a jamais été fait. Donc, de report en report des problèmes. Maintenant, le CNRD est arrivé pour faire la refondation. Il a fait sortir dans les casseroles et tous les problèmes et on a fait la vraie facture qui est 6 000 milliards de nos francs guinéens. Et ça, on se retrouve sur cette facture et personne ne touche les 10 points parce que nous sommes déjà d'accord sur ça. Et puis, on trouve les moyens de financement. Pendant ce temps, de l'autre côté, c'est important, le gouvernement a donc les revendications sociales à droite. C'est-à-dire à gauche, nous avons les 6 000 milliards pour le retour à l'ordre conditionnel. À gauche, à droite, nous avons l'autre côté qui sont les infrastructures dont nous avons cette année 4 000 milliards et certainement l'année prochaine 4 000 milliards il faut investir. Et de même l'électricité, la demande sociale est là. Et nous, en tant que FNDT, nous disons la priorité d'abord à la demande sociale. Donc ça veut dire que si les peu de recettes qui rentrent, la Guinée doit l'utiliser pour investir plutôt dans la demande sociale pour ce qui n'a pas été fait. Pendant ce temps, nous avons aussi la contrainte du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, avec qui nous sommes tombés d'accord dans le programme de référence interminaire que la Guinée ne va pas dépasser 40% de son PIB dans son niveau d'endettement. C'est-à-dire on ne peut pas s'endetter aussi énormément, donc nous sommes limités au niveau de l'endettement. Donc c'est cette question qu'il faut débattre et c'est pourquoi elle est dynamique, le truc. On sait que... Vous portez bien le nom de votre structure. Il a beaucoup de données. On sait que dans le budget de 2023, les dépenses d'investissement tournent autour de 15 000 milliards. Et par rapport au FINEX, on parle de 6 000 milliards. Peut-être que le FINEX, si on le fait rapidement, on pourra aider l'État à aller vers ces élections. Moi, ma question, c'est par rapport un peu à la Troïka. On a vu... finalement, ils ont décidé de se retirer des concertations parce qu'ils expriment qu'il n'y a pas d'espoir et que les exigences qu'ils ont portées sur la table n'ont pas été entendues. Comment vous réagissez à cette autre retraite? Nous ne sommes pas étonnés. Je crois qu'on a dit, si vous nous avez les uns et les autres, la presse nous a traités d'extrémistes. Et d'ailleurs, ils vont continuer aussi de le dire. En disant que quand on appelle dialogue, il y a d'abord la première question. Qui sont autour de la table? Vous ne pouvez pas amener des couteaux de second rang autour d'une table où il y a le Premier ministre. Ella Selou devait être présent. Alpha Condé devait être présent et Sidia devait être présent parce que, excusez-nous, cette question est importante. Cette question, elle est extrêmement importante. Ils ont géré l'État. Ils savent ce que c'est la justice. Ils savent ce pour lequel on s'est battu. Si eux, ils doivent demander des choses comme ça, ils doivent être là pour défendre. Ce n'est pas le doyen Aliou Condé et mon ami Salim Sissé qui vont venir prendre leurs problèmes pour dire qu'ils vont résoudre ça. Ça d'abord, donc oui, je veux dire que d'abord l'échec de cette négociation est passé de là. Nous, dès le début FNDT, nous avons dit attention, ils ont posé des préalables. Oui, d'accord, nous sommes d'accord. Mais ces préalables-là, vu le contenu, vu la nature de ces préalables, il faut que les trois soient là. Et nous ont dit que nous sommes des extrémistes. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là, rien n'a bougé. Parce que ceux-ci viennent, ils attendent. Personne ne va tordre la main à la justice cette fois-ci. Et donc ça, c'est clair et net. Il faut qu'ils viennent pour répondre de ce qui les concerne. Le 28 septembre, le procès va se tenir ici. Ils sont témoins oculaires et des acteurs extrêmement importants. Aujourd'hui, ce procès a combien de mois? Ils ne sont pas là pour répondre. De l'autre côté, et la gestion gouvernementale, toute cette question de facture que je vous dis, où vous avez des contraintes budgétaires, il faut qu'ils soient là. Donc, mais la vérité, tu ne veux pas vouloir gérer un État et dire que tu n'as pas confiance à la justice qu'eux-mêmes ils ont constituée. Parce que tous ces jeunes avocats, juges et autres là, ils ont été formés par leur génération. C'est eux qui les ont formés. Et donc, ils ne peuvent pas accepter pour dire que cette justice n'est pas. C'est comme si aujourd'hui, ils refusent de partir dans les hôpitaux. Dans les 32 ans, c'est eux qui ont gouverné le pays. Ils ne peuvent pas accepter de dire que nos médecins ne sont pas bons, nos juges ne sont pas bons, on n'a pas confiance, alors que c'est leurs enfants. Merci, M. Abba, d'avoir accepté de répondre à l'invitation des Grandes Gueules ce matin. Je vous remercie. Bon, on n'a pas eu tout le temps le temps de discuter du reste, mais de toute façon, la faute les incombe.
Voilà. Bien, on aura le temps peut-être de parler. Vous avez vu l'essentiel. Dans un instant, on passe à l'élection du mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec vous, Aïssatou Sané. Bienvenue, ma grande. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Merci beaucoup, Damio. Alors, ça s'est joué également en 3 personnes aujourd'hui. Dada Mohamed Kamara a pris 3 murs, Abdoulaye Oumou en a pris 2 et Monsieur Abba en a 6. Wow. Notre invité donc est le mur du jour. Merci Aïssatou Sané. Merci à vous. Aïssatou Sané a retrouvé donc dans nos différentes éditions le 19h45 à la télé, mais aussi dans le morning Radio Espace, les jeudis et vendredis. Merci à vous tous à l'international. Amadou Dousso a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Aboubakar Foté Souma. Merci à Vladimir Poutine et à vous tous à l'international. C'était un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.